Parfait. Ben, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux sur notre action Jeudi des métiers. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir Madame Canso Caroline, qui est responsable de l'agence Home Instead de Fréjus. L'idée de cette action Jeudi des métiers, c'est vraiment de vous permettre de poser toutes les questions en lien avec les activités d'une entreprise, quel que soit le domaine concerné. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du service à la personne, mais on va vraiment essayer de balayer toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur qu'est-ce que le monde de l'entreprise, quel type de contrat vous proposez. Enfin voilà, il y a plein de questions que vous pouvez poser et que je vous invite à poser évidemment. L'employeur met de son temps à votre disposition, donc il faut vraiment en profiter pour poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Faut pas hésiter, il n'y a pas de questions bêtes. Je le dis à chaque fois, mais je me plais à le répéter parce que peut-être que vous imaginez que la question que vous vous posez, elle paraît stupide et puis finalement vous êtes 3-4 dans la pièce à vous poser la même question. Donc allez-y, on est vraiment là pour ça, pour essayer de répondre du mieux possible à toutes vos interrogations. Voilà, donc je vais laisser ensuite la parole à Caroline Canso, gérante de Home Instead Fréjus, qui nous fait le plaisir vraiment de venir accompagner avec une collaboratrice, Françoise, que je laisserai également se présenter. Voilà. Super. Bah écoutez, merci Emeline. Mais avec plaisir. Bienvenue à tous et bonjour. C'est la première fois qu'on fait un Facebook Live, donc on n'est pas aussi assidus que vous sur les réseaux sociaux, donc ça me fait bizarre même d'avoir un micro. Comme disait Madame Adjage, donc je suis responsable d'une agence sur Fréjus et Saint-Raphaël qui s'appelle Home Instead et on est responsable en fait d'aider les personnes âgées à domicile. L'objectif ce matin, c'est vraiment de vous faire découvrir notre métier. On est deux extrêmement passionnés, voire encore plus passionnés que moi pour parler de ce qu'on fait au quotidien. Mais c'est aussi de vous donner la parole non seulement sur notre secteur d'activité, mais n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a toutes les deux eu une carrière professionnelle avant de tomber dans l'aide à domicile. Donc si on peut aussi vous offrir un peu des conseils sur ce dont vous avez envie de faire plus tard, que ce soit dans l'aide à domicile ou autre chose, voilà, on est vraiment là pendant 1 heure et demie en tout cas à répondre à toutes vos questions et en espérant pouvoir y répondre du mieux possible. Pour commencer la matinée, ce que je vous propose qu'on fasse, on vous a proposé une petite activité, vous avez des gants. Moi, je vais en prendre, normalement j'en avais un transparent, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Super. Donc vous avez des gants, je vais vous inviter à le mettre sur la main avec laquelle vous écrivez. D'accord? Super. Vous voulez essayer, Françoise? Donc cette activité, ça va vous permettre de savoir ce que c'est d'être dans la peau d'un senior et de comprendre en fait tous les enjeux de notre métier derrière ça, d'accord? Donc quand vous mettez le gant, vous inquiétez pas, au bout c'est du coton, vous le voyez pas, mais je vous assure, il n'y a pas autre chose. D'accord? Vous l'avez tous mis, la main sur laquelle vous écrivez. Hein. Si vous êtes droitier, évidemment à droite, à gauche si vous êtes gaucher, super. Et puis vous avez des petits bâtons devant vous normalement. Vous avez tous les bâtons? Vous allez le mettre sur, comment on appelle celui-là? C'est l'index? Le majeur. Le majeur. Vous allez mettre les deux bâtons au niveau du majeur, d'accord? Ça va? Pardon? Oui, à ce niveau-là. Ouais, vous les glissez. Super. Il faut que ça bloque le majeur. Ça va? Tip top. Là, c'est l'index. Moi, j'étais pas sûre non plus, hein, donc je peux pas me moquer. C'est tout bon. Ouais. Alors de l'autre côté normalement, mais bon, c'est pas grave. On peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça. Vous inquiétez pas. On peut le faire comme ça. D'accord. Donc là, vous avez tous mis le gant avec le majeur, avec les deux morceaux de bois. Comment ça fait déjà la sensation? Est-ce que ça vous fait un peu bizarre? Ouais, un petit peu. Est-ce que vous arrivez bien à plier la main? Pas du tout, hein? Ouais. Bon, je vais pas non plus vous donner un portrait de l'âge hyper glorieux, mais c'est des choses qui arrivent. En fait, tout simplement l'idée de mettre le gant déjà dans un premier temps. Pourquoi je vous mets des cotons au bout des doigts, à votre avis? Ça simule quoi en fait? La sensibilité, ouais. Parlez plus fort, hein, n'hésitez pas. Sinon, j'entends, je vous assure, même moi avec l'âge, je deviens un petit peu malentendante. La sensibilité, exactement. Il faut savoir que naturellement, avec l'âge, vous voyez, on a de l'humidité au bout des doigts.
ce qui vous permet en fait de swiper sur vos portables. D'accord? Donc quand vous regardez vos photos et que vous passez d'une photo à une autre, le fait d'avoir de l'humidité, ça permet en fait de pouvoir utiliser son portable plus facilement. Malheureusement, avec l'âge, l'humidité au bout des doigts se perd naturellement et la sensibilité également peut se perdre. À votre avis, quels sont les dangers justement si on perd cette sensibilité? Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Quel est le risque? Pardon? On sentirait pas la douleur. On sent pas la douleur, par exemple, ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut être maladroit, exactement, faire tomber quelque chose, exactement. Quoi d'autre? Perdre le sens du toucher, ouais. Et donc, quelles seraient les conséquences? Exactement, ouais. Quand je prends un café, par exemple, je vais peut-être pas avoir la même sensation de la chaleur ou du froid, en fait, que je vais toucher. Donc, effectivement, ça, c'est une super réponse. Et à votre avis, le morceau de bois que vous avez au niveau de l'index, au niveau du majeur, pardon, qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi on a du mal après à plier le doigt? L'arthrose. L'arthrose, presque. Exactement. C'est quoi l'arthrose? Est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu? Alors là, ça devient hyper technique, mais bien joué, bien joué. Ouais, exactement. Ben, c'est tout simplement en fait une inflammation au niveau des articulations. Donc effectivement, ce qui se passe avec l'âge, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais forcément, ben, à force d'avoir utilisé en fait ses muscles, ses bras et son corps avec l'âge, quel que soit le métier qu'on a fait, on peut avoir ce qu'on appelle de l'arthrose. Et donc la sensation, évidemment, beaucoup plus compliquée en fait de fermer les doigts et de faire des gestes pour vous et moi qui sont super simples aujourd'hui. Je vous repose la question par rapport à l'arthrose. À votre avis, quel est le problème par rapport à l'arthrose? Qu'est-ce qu'on va ressentir? On a du mal à rattraper les choses, ouais, ça c'est une super réponse. Quoi d'autre? On va être dépendant des autres. Exactement. On va devoir peut-être solliciter de l'aide pour faire des choses de la vie quotidienne. Exactement. Quoi d'autre? J'ai pas entendu? Ça va faire mal. Exactement, la douleur. Ouais, 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 ouais. Ça c'est des choses qu'on entend régulièrement. Bah effectivement, c'est la douleur, surtout quand il fait très humide ou très chaud, par exemple, les gros changements de température vont accélérer malheureusement la douleur de l'arthrose. Ouais. Ce que je vous propose maintenant de faire, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est qu'un chèque? Je souris parce que même moi, ça fait des années que j'en utilise plus, mais mes seniors adorent utiliser des chèques pour me payer. Non, ça va? Moi, j'ai jamais utilisé. Vous avez jamais utilisé de chèque? Ben voilà, ça m'étonne pas. Non, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Vous inquiétez pas. Donc, ce que je vous propose de faire, on est encore dans des générations évidemment qui ont utilisé beaucoup le papier, et quand ils doivent payer, par exemple, une facture, que ce soit chez nous ou pour d'autres personnes, ils vont faire un chèque. Et je vous propose en fait d'utiliser avec la main évidemment que vous écrivez et vraiment de faire le maximum pour essayer de bien écrire et d'avoir vraiment la sensation de qu'est-ce que ça fait de faire quelque chose qui est un geste simple qu'on a fait toute sa vie mais qui devient plus compliqué. Et pour faire le chèque, moi j'ai toujours rêvé d'être multimillionnaire, donc je vous propose d'écrire le chèque à mon nom et de me donner 1 million d'euros. D'accord? Donc si je multiplie par le nombre de personnes qui est autour de la table, je pense que je vais être très riche à la fin de la matinée. Vous avez bien fait de venir. Ok, ok. Alors vous avez payé contre ce chèque en euros. Donc là, vous allez me mettre le montant en lettres. Là, vous mettez le numéro 1, c'est le montant en chiffres. Numéro 2, c'est le numéro en lettres. A, ça va être à mon prénom. Vous mettez Caroline. Et après, où vous l'avez fait, d'accord, et vous signez. D'accord? Je vous donne, si vous arrivez à le faire en moins d'une minute, c'est que vous avez triché. D'accord? Non, mais là, c'est trop facile. Il faut essayer presque de l'utiliser avec le coton. Regardez comme ça. On est le combien? Ben voilà. Caroline, évidemment, on partage la somme hein, à la fin du jeudi des métiers. À négocier, Emeline. Allez-y. Mais ici, j'ai pas trop compris. 1 million. Alors ben là, c'est parfait. 1 million d'euros. Et après, vous me faites votre petite signature. Et là, vous allez essayer de faire un tout petit peu plus compliqué. Vous essayez d'utiliser le stylo avec les petits cotons. Vous avez vu, c'est vachement plus dur. Bah oui, c'est dur. Bah oui, c'est l'objectif. Ouais, pas mal. Là, vous essayez de l'utiliser un peu plus avec les cotons pour que ce soit un peu plus dur. Alors, à Caroline, ouais. Comment ça va? Ça va? Comment ça va tout le monde? Bon, il y en a qui ont triché, ça se voit. C'est dur, hein? Bon, est-ce que c'est facile déjà de prendre le stylo? Un peu moins évident? C'est pas évident, hein? Ouais, pas facile, hein?
Déjà, on écrit avec Le un doigt prénom un et peu le nom paralysé, hein, on est de d'accord? Pas Caroline. évident? Vous mettez Ouais, Caroline. d'accord. En plus, vous arrivez même à faire des Elle va dessins être riche, Caroline, mais oui, c'est le but. avec le gant. Donc, vous voyez, en fait, une activité aussi anodine qu'on arrive à faire dans sa vie quotidienne aujourd'hui, de faire un chèque. Vous voyez, quand malheureusement, ce qui peut arriver avec l'âge, si on a un certain nombre de pathologies, c'est évidemment ces choses qui sont aussi anodines et aussi simples peuvent devenir un peu plus compliquées. Et c'est pour ça que nous, on est là, c'est d'accompagner justement nos seniors, quelle que soit la maladie, quel que soit le grand âge, pour pouvoir les soutenir au quotidien. D'accord? Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est notre rôle en tant qu'aide à domicile? Qu'est-ce qu'on va faire au domicile des seniors? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Est-ce que je dois donner le micro, non? Où il est le micro? Ah, il est là-bas. L'entretien de l'espace de vie. L'entretien de l'espace de vie, ouais. Parce qu'évidemment, avec l'arthrose, c'est pas qu'au niveau des doigts, mais ça peut être au niveau des hanches. Je regarde Françoise qui en connaît quelques-uns, qu'on aide à domicile. Les hanches, les genoux, les pieds aussi, parfois, c'est vraiment les pieds. Les pieds, ouais. Mais tout ce qui est articulation, de toute façon. Ouais, ouais. Donc effectivement, se baisser pour faire ses sanitaires, sa salle de bain. Aujourd'hui, ça me prend 3 minutes pour une personne qui a 90 ans avec de l'arthrose. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, l'entretien de l'espace de vie est super important. Quoi d'autre? La cuisine. La cuisine? Courses, Ouais. Quand vous pensez à la cuisine, vous pensez à quoi? Cuisiner. Les repas? Les repas. Ouais, ouais. Les courses, les Ouais. papiers. Alors, je vais revenir sur les repas parce que ça, c'est un point hyper important. On sait que la nutrition, pour tout le monde, hein, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, c'est méga important. Aujourd'hui, quelqu'un qui est pas nourri, peu nourri ou mal nourri, surtout une personne âgée, c'est quelqu'un qui part rapidement en hospitalisation. Je pense que vous pouvez en témoigner, Françoise. Vous travaillez chez pas mal de personnes, où vous aidez sur les repas. Moi, je suis employée. Hein. C'est un complément de retraite. Ouais, oui, bien sûr. Je suis employée. C'est un complément de retraite. Et franchement, c'est un métier que je ne faisais absolument pas avant, mais qui me passionne parce que ces gens nous passionnent. Il faut penser qu'ils ont un vécu qu'ils nous apportent également de par leur vécu et surtout ils sont pour la plupart très attachants. Et quand ils ne sont pas forcément, ça marche pas dès le premier coup évidemment parce qu'il faut les amener à ce qu'ils se sentent rassurés avec nous. Donc ça peut être dans l'aide de pas de la toilette parce qu'en général c'est aussi les infirmières le domaine médical qui intervient. Mais enfin, on peut les aider quand même. Le principal, c'est qu'ils se sentent rassurés, mais tout en en leur laissant leur espace. Ça, c'est très important. Qu'ils aient l'impression qu'ils existent encore, parce que pour eux, ils ne sont plus rien. Et ça, c'est être tributaire des autres. Vous repérez déjà quand on est jeune, faut être tributaire des parents. Après, enfin moi je suis passée par là évidemment, tributaire du grand frère, de la grande sœur. Enfin on est tributaire toujours de quelqu'un pour nous amener en voiture ou autre. Donc imaginez-vous pour eux qui ont géré leur vie et ils se retrouvent affaiblis, diminués et ça c'est très très difficile à encaisser pour eux. Hein. Effectivement, et justement, je voulais rebondir par rapport à ce qu'on disait sur la nutrition. Je sais que vous accompagnez des gens au quotidien par rapport au repas. Comment on aide quelqu'un autour de ces repas et quels sont les enjeux et les problèmes que vous rencontrez, Françoise? En général, ils ont en général, j'ai bien dit, hein, des portages de repas. Ce sont des personnes qui arrivent, ils ont choisi eux leur repas. Et alors, ce qu'il faut quand nous intervenons pour leur préparer leur repas, c'est voir au bout d'un moment, ils ne peuvent plus mâcher, par exemple. Donc, ne pas hésiter à hacher, ne pas hésiter à les aider aussi dans le choix de leur repas pour équilibrer, qu'ils prennent pas tous les jours de la purée, qu'ils prennent pas tous les jours, faut voir avec des haricots verts, des légumes verts, enfin bref, mais en fonction de ce qu'ils aiment et faire ça avec eux. Mais vraiment les accompagner pour les diriger, mais tout en ayant s'arranger pour qu'ils aient, eux, l'impression de décider, surtout. Est-ce que vous avez justement des questions par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est aide au repas, aide à la cuisine? Il y a des bons cuisiniers d'ailleurs dans la salle ou pas? Une? Juste une? Non, il y en a qui savent faire deux, d'accord? Un peu. Ouais. Ouais, d'accord. Donc vous avez déjà de l'expérience un peu perso, c'est ça? Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez vu avec votre grand-mère en fait? Quels étaient les enjeux qu'elle a rencontrés avec le grand âge et comment vous l'avez aidée? Ben, un peu tout, on fait tout ce qu'il faisait avant tout seul et Ouais, voilà. ouais. Et donc vous l'avez accompagnée sur quoi exactement, par exemple? Sur le ménage, sur à manger, sur l'emmener en voiture, enfin, Ouais, tout en fait, tout d'accord, ouais. tout. On devient un peu son assisté. Oui, son assistante, ouais, exactement. C'est exactement ce qu'on appelle notre métier. On est des assistantes de vie, ouais, exactement, pour les accompagner, ouais. Et vous viviez avec elle Non, je vis encore avec elle. vous vivez encore avec elle, donc elle a la chance de vous avoir au quotidien. Oui, du coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos aînés avec lesquels on travaille où on est sur un bassin où il y a énormément de gens qui sont venus à la retraite avec leurs conjoints euh, et, euh, et malheureusement arrivés à 80 ans, ils sont arrivés à 60 ans, ont acheté peut-être un petit appartement local et arrivés à 80 et quelques, bah, peut-être que le conjoint est décédé et la famille habite loin. Donc on a beaucoup de gens, et je pense à une personne chez qui Françoise travaille au quotidien, dont la famille habite à Reims, donc c'est à plus de 800 kilomètres d'ici. Et lui, bah, il vit tout seul à la maison et à 92 ans, bah, c'est son monde naturellement, c'est un petit peu restreint parce que bah, plus de difficultés à sortir tout seul, plus de difficultés à aller faire ses courses et apporter ses courses naturellement. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui est courses en ligne, il y a plein de choses qui se font en ligne, mais c'est toute une génération qui n'a pas du tout connu Internet, donc forcément se sent un petit peu isolé du monde extérieur. Et nous, on est un petit peu voilà la personne qui vient de l'extérieur pour les accompagner. Donc, elle a de la chance de vous avoir, votre grand-mère. Tout le monde n'a pas forcément des gens proches qui peuvent les aider au quotidien, ouais. Donc après, la jeune fille me disait, votre prénom c'est Déborah. Donc on fait de l'aide, de l'entretien du logement, de l'aide pour les repas. Et après, vous aviez commencé à dire d'autres choses aussi. Les démarches administratives, ouais. Pourquoi les démarches administratives, à votre avis? Et oui, exactement. Ouais. Donc on a besoin de jeunes pour nous aider parce que même moi, Internet, c'est pas ce que j'ai connu quand j'étais au lycée. Donc forcément, on n'a pas la même vivacité que votre génération sur les réseaux sociaux, etc. Et tous les impôts, toutes les démarches comme ça, aujourd'hui, tout se fait en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a toute une génération qui se sent vraiment très isolée de tout ça. Et puis après, quand on fait des appels, que ce soit à la sécurité sociale, aux impôts, c'est pas toujours très compliqué. Si en plus on est malentendant, de vraiment se faire accompagner sur ces démarches administratives. Donc effectivement, c'est un point important de pouvoir aider les gens là-dessus. Ils ont peur de se faire avoir, ils ont peur Ouais. mal, si nous-mêmes, devant eux, on clique mal, ils ont une angoisse permanente. Ouais, complètement. Après, il y a quoi d'autre? Ouais. Vous avez déjà fait ce rôle ou c'est vrai? Ah ben voilà, maintenant on découvre. Super. Qu'est-ce que vous avez fait par le passé, Déborah? J'ai été aide à domicile pendant D'accord. 3 mois. Ouais, l'été ou pas du tout, non? Pardon? L'été en tant qu'étudiante ou non? Non, c'était voulu. Enfin, je l'ai fait D'accord. comme ça. Après, j'ai dû quitter le métier, mais je l'ai fait, oui. D'accord. Et donc vous avez accompagné des gens aussi qui avaient peut-être des troubles de la mémoire? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Plein de choses. On a fait des jeux, des Ouais. activités. On a joué au Scrabble, beaucoup. Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord. Oui. Ouais. Et puis après, il y a eu. Vous avez gagné? Oui, C'est plein vrai. de fois. Bon, des Ouais. fois, je l'ai laissé gagner parce que bon. Ouais. Mais voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ce qui est troubles cognitifs? Vous avez rencontré des gens qui avaient des troubles de la mémoire? Oui, Ouais. c'est avec la maladie de l'Alzheimer. Ouais. C'est compliqué parce que il faut savoir se présenter. À chaque fois, ils oublient qui on est. Il faut savoir leur expliquer. Ouais. Et puis, il faut toujours travailler la mémoire, Ouais. toujours se répéter. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Ouais, allez-y, ouais, dites-moi. Vous pouvez, ouais, dites-moi ce que vous savez, ouais, bien sûr, ouais. Bah, déjà, il y a un trouble de la mémoire, il se souvient plus, ou elle se souvient plus de certaines choses à court terme ou comme à long terme. Ouais. Et une dégénérescence aussi assez longue, mais ouais, elle dégénère ou il dégénère. Vous avez déjà rencontré des personnes qui avaient cette maladie? Ouais, mon grand-père, ouais. Votre grand-père, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait au quotidien? Bah, il oubliait pas mal de choses. Il oubliait d'aller aux toilettes, il oubliait Ouais. comment s'appeler, il oubliait Ouais. comment faire l'échec, par exemple. Ouais, ben voilà. Donc vous l'avez aidé pour faire l'échec? Non. Non, il me laissait pas toucher à son chèque. À son argent. Non, c'est sa femme qui s'en occupait. D'accord. Mm. Ouais. Donc voilà, une dégénérescence au fur et à mesure du temps.
Ouais, donc vous l'avez vu, naturellement, sa perte de mémoire est devenue de plus en plus importante. Ah bah là, il se souvient plus de rien, là. Ouais, Non. ouais. C'est compliqué comme Ça a maladie. duré même pas un an. Ça a duré un an, ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Quelles compétences doit-on avoir pour faire ce métier? C'est une super question. Avoir de l'empathie, Voilà. de l'empathie, de la. Merci. Il faut absolument, oui. Donc, avoir de l'empathie, avoir de la patience, les écouter, ne pas penser toujours qu'ils sont chez eux avant tout. Donc, ne pas le considérer non plus comme des enfants. Et puis et gagner leur confiance, mais ça c'est tellement facile une fois que vous avez réussi à rentrer tout doucement avec discrétion dans leur domaine. Et ça c'est très important, leur domaine. Et après vous allez parfois au devant de leurs désirs. Donc, mais ça vous le devinez petit à petit. À partir du moment où vous avez de l'empathie, j'ai pas dit de la pitié, surtout pas, de la charité, tout ça, surtout pas. Mais de l'empathie, c'est très, très, très important. Ouais. Voilà. Et après, ils vous font confiance parce que bon, ben, moi, je suis arrivée chez des gens parfois qui refusaient toute aide extérieure. Bon, et petit à petit, ben, on a réussi à s'introduire chez eux et maintenant, ils acceptent tellement qu'ils nous appellent tout le temps. Ouais. Et par rapport justement à l'expérience personnelle que vous avez, pour certains d'entre vous, les jeunes filles que je vois au milieu, pour vous, vous imaginez que c'est quoi d'avoir quelles compétences qu'il faut avoir? Là, on a parlé beaucoup de savoir-être et savoir-vivre. Est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir leur apporter aussi aux seniors? De l'aide. Ouais. Être disponible? Oui, Ouais, aussi. ouais. Voilà. Super. Avoir le sens du service, c'est important. Oui. Super. Quoi d'autre? Je vous ai mis clac. Ouais. On a parlé d'empathie, Être curieux. d'aide. Pardon. Être curieux. Et ouais, ça c'est super important. Une super qualité parce qu'évidemment s'ouvrir à l'autre c'est capital dans notre métier, donc ça c'est une très belle qualité à avoir. Ouais. Même eux, c'est un peu compliqué qu'ils parlent un peu de soi-même, genre s'ouvrir à une autre personne. Ouais. Donc, complètement. S'intéresser à eux en ouais, fait. c'est Hein. ça. Ouais. Souvent on parlait justement de ces personnes qu'on aide à domicile, dont la famille habite loin, qui sont isolées. On est peut-être la seule personne qu'ils vont rencontrer dans la journée, dans la semaine, voire le mois pour certains. Donc le fait de s'intéresser à eux, ben, ça leur permet aussi de se ressentir valorisés, et de sentir que il y a quelqu'un voilà qui pense à eux aussi au quotidien. C'est super. Quoi d'autre? Curieux? Non mais c'est déjà pas mal hein, ce que vous avez dit. Hein. C'est super. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre? Par rapport aux tâches qu'on a dit? Par rapport à ça, juste ce que vous venez de dire, il y a aussi le fait de juste leur apporter du bonheur dans leur quotidien, en gros. Ouais, le Parce que du sourire. coup, c'est Ouais. dommage que ils vivent dans des conditions un peu compliquées, donc Ouais. autant leur apporter de manière bénéfique un peu une aide en fait. Ouais, Genre j'entendais les aider. Françoise qui disait joie de vivre, c'est exactement Ouais, ça, voilà, ouais, c'est ça, ouais, voilà. ouais. Comme ça, on peut les aider tout en leur apportant un peu de bonheur. Et... Bah ouais, parce que la maladie, c'est pas drôle tous les Ouais, jours. voilà, Hein. c'est Moi, ça, c'est ça. j'ai fait ce métier pas par hasard, parce que pareil, j'ai aidé ma grand-mère il y a une quinzaine d'années quand elle était encore en vie, et elle m'avait écrit une lettre, et dans cette lettre, elle m'avait dit, tu sais, le plus difficile en vieillissant, c'est déjà d'accepter que son corps est peut-être plus le même que quand on avait 25 ans. Et en plus de ça, mes amis, quelquefois, sont décédés avant moi et j'ai plus personne avec qui partager mes souvenirs. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez sur la curiosité et la joie de vivre, je pense que c'est des choses qui sont Ouais, primordiales dans notre secteur d'activité. Ouais. c'est ça. Super. Merci. Autre chose? Non, d'accord. Est-ce qu'il faudrait avoir des compétences techniques si on pensait à tout ce qui est peut-être savoir-faire? Parce que là, on a parlé du savoir-être, donc comment approcher une personne. Par rapport à tout ce qui est savoir-faire, on a parlé d'aide aux courses, d'aide au repas, donc c'est bien de savoir un petit peu la cuisine, mais on n'a pas besoin d'être des chefs Michelin non plus. Qu'est-ce que techniquement il faudrait savoir faire pour l'hygiène, l'aide à l'hygiène, ouais. Il y a des choses à savoir, effectivement, ouais, ouais. Donc là, par rapport à ça, par rapport à l'aide à l'hygiène, il y a la possibilité de passer des diplômes, que ce soit directement faire une formation et ensuite rejoindre une structure comme la nôtre. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un apprentissage, donc travailler chez nous et en parallèle apprendre. Et sinon, il y a des gens qui sont pas très études, ce que je peux comprendre tout à fait, qui viennent travailler chez nous et puis nous on les forme petit à petit aux gestes de la vie quotidienne. Donc on a par exemple des formations avec des magasins médicalisés qui vont nous montrer comment utiliser des protections. Aujourd'hui, on a une infirmière qui travaille au sein de nos équipes qui va vous montrer aussi justement les gestes à adopter quand on aide une personne à se brosser les dents, quand on aide une personne à se changer, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire attention et surtout ne pas se blesser ni blesser l'autre personne. Donc effectivement.
Être en sécurité. Ouais, ça c'est super important. Pourquoi vous pensez à la sécurité? Ouais. D'accord. Ouais. On a appris dans la salle de bain en bas, quand il fallait qu'ils tiennent. Ouais. L'autre derrière, il fallait qu'on essaye de l'enlever, mais genre pas doucement. Ouais. Ça dépend évidemment de la mobilité de chacun. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, la douche, la salle de bain, sont des zones de chute importantes. Et surtout quand on perd de la mobilité, c'est ce qui fait exactement peur à pas mal de personnes, justement, ces gestes où il faut un petit peu de technicité. Ouais, ouais. La sécurité, je pense aussi à la sécurité pour soi, parce que souvent on arrive au domicile de chez quelqu'un et on oublie que c'est son lieu de travail. Donc une des choses auxquelles aussi on forme les personnes qui travaillent chez nous, c'est aussi de savoir penser à soi en fait, de savoir quelles sont les limites de son rôle au quotidien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, ah non. Des équipes, enfin, combien de personnes vous pensez qui travaillent dans les domiciles chez Omnicell? Bah après, il y a peut-être les infirmières. Ouais, on Enfin, il travaille y a avec des plusieurs infirmières. personnes tout au long de la journée, non? Exactement, ouais, 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 C'est pas forcément la même personne. ouais. Il y a, pardon, j'ai pas entendu. Les intervenants et les collaborateurs. Exactement. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent passer au domicile des seniors. Vous avez tout à fait raison. Les infirmières. Donc, en général, si quelqu'un a des problèmes, on va dire, de santé, en particulier, il y a souvent un passage infirmier. Ça peut être le matin, le soir, ou les deux. Ils vont vérifier, par exemple, la tension. Ils peuvent faire de l'aide à l'hygiène aussi. Ça peut être un ensemble de choses. Les médicaments. Les médicaments. Qui est-ce qu'il peut y avoir d'autres qui passent au domicile des seniors? Les aides-soignants, ça peut arriver aussi, ouais, ouais, ouais. C'est plus spécifique, mais c'est vrai qu'on en a vu quelques-uns. Qui d'autre? Les kinés, ouais, exactement. De plus en plus, les kinés se déplacent à domicile pour aider les gens justement à travailler sur leur mobilité, à marcher, à continuer à créer du muscle pour éviter justement les chutes. Qui d'autre pourrait passer? Les médecins, ouais, ouais. De plus en plus dur de les avoir à domicile, ouais. Parce qu'évidemment, ils sont super occupés, donc se déplacer, c'est pas toujours évident, mais on en voit quelques-uns qui le font encore, ouais, ouais. Qui d'autre? La famille, ouais. Je dirais que quelquefois, qu'est-ce qu'a dit la famille? C'était, ouais, ouais. Pas toujours. Ça dépend si la personne, la famille habite à côté ou pas. Je dirais chez nous, on a deux clients. On a le senior qu'on aide, et quelque part notre deuxième client, c'est aussi la famille, parce que notre rôle, c'est non seulement de rassurer le senior à domicile, mais c'est souvent et beaucoup rassurer la famille en fait. Hein. Françoise, ouais. Rassurer les adjoints, parfois il y en a qui sont malades. Ouais. Il y a des adjoints qui ne peuvent pas se déplacer pourquoi leur père, leur maman, leur papa, leur maman ou autre, et ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir une équipe, je veux dire, enfin des gens comme nous, et qui prennent le vont relais. les rassurer parce qu'ils savent qu'on prend soin de leur père, de leur mère, oncle ou tante aussi parfois, et on peut aussi les aider. Accompagner les aidants aussi. Les aidants, je parle des enfants, des petits-enfants aussi parfois. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de... Enfin, je dis pas qu'on est indispensable, hein, mais ils aiment que l'on crée un lien. Ils aiment le lien. Ils aiment avoir le lien avec nous. Savoir si leur père va bien, leur maman va bien, comment vont leurs parents, parce que bien souvent, parfois, ils sont deux. Et voilà quoi. Ouais, super. À votre avis, quel est l'avantage j'ai deux questions en tête à vous poser. Quel est l'avantage que ce soit une personne extérieure qui aide, par exemple, une personne âgée, plutôt que ce soit quelqu'un de la famille? Quel serait l'avantage d'avoir justement une tierce personne? Ouais. Du coup, ça fait qu'on peut prendre des décisions un peu plus relationnelles, enfin, réfléchies, quoi, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, on a du recul, donc c'est cool. Qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis, si justement on a... qu'est-ce qui peut se passer entre la famille quand la fille commence à devenir la maman? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il peut se passer que, je sais pas, par exemple. Ouais, non, mais très bien. Les rôles s'inversent. Ouais. Et donc, quelle serait la conséquence de tout ça? Conflit d'intérêts, ça peut être ça. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre en fait? Donc, les rapports s'inversent. Ça peut créer des conflits aussi, effectivement, dans la famille, tout à fait, ouais. Vous avez une idée? Non, pas du tout. Ah oui. Psychologiquement, pour la famille, c'est pas le top, quoi. Enfin, je veux dire, une fille qui se transforme en mère pour son père ou sa mère, psychologiquement, c'est pas
C'est complètement C'est vrai. ouais. C'est exactement ça. Moi, j'ai vu plein de familles, je pense à une famille chez qui vous travaillez, qui culpabilise déjà de ne pas pouvoir être là au quotidien, mais qui aussi, même son papa va lui dire, je ne veux pas être un poids pour toi au quotidien. Donc, je pense qu'il y a Ouais. ce rapport psychologique qui peut être très très compliqué, parce que on a un devoir évidemment de s'occuper de ses aînés, mais quelque part, ça peut créer évidemment effectivement des tensions au sein du foyer. Ouais. Donc le fait d'avoir quelqu'un extérieur, comme vous me disiez, effectivement, ça permet d'avoir du recul, d'être objectif, et puis d'éviter justement ce que vous disiez, d'avoir les rôles qui s'inversent. Donc la fille reste la fille de monsieur ou madame, et nous on est là justement peut-être dans l'intimité de la personne, et ça permet de garder des relations saines entre les familles. Ouais. La deuxième question que j'avais pour vous, c'est par rapport justement à tout ce qui est EHPAD. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un EHPAD? Est-ce que vous avez entendu des choses sur l'EHPAD? J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours. Une EHPAD, c'est une maison où on accueille du coup des personnes âgées pour pouvoir s'occuper d'eux. Sauf qu'en fait, quand on est la différence entre être accompagné par une assistante de vie et être en maison d'EHPAD, c'est que là, on n'a plus du tout d'autonomie. On est vraiment dépendant en fait de l'EHPAD. Ouais. Donc là, ce seraient les gens qui ont fait le choix de dire la maison, c'est plus possible tout seul. Je vais dans une structure qui est plus spécialisée pour m'aider au quotidien. Ou la famille qui a Ou décidé. la famille décide, exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on entend sur les EHPAD? Est-ce que vous entendez ouais. Les deux, hein. Il n'y a pas assez de personnel et il y a certaines. Ouais. Et du coup, le personnel qu'il y a est dépassé et ça mène à de la maltraitance. Il peut y avoir de la maltraitance. Après, il y en a qui font du très bon travail. Hein. C'est vrai quand on lit les médias, on entend évidemment ce qui ne va pas. Mais il y en a avec lesquels on travaille qui vraiment font des très belles choses au quotidien. Mais effectivement, le manque de personnel, je dirais globalement, hein, que ce soit à l'hôpital, en EHPAD ou même dans nos secteurs d'activité à nous, à domicile, c'est un vrai souci aujourd'hui parce que la population senior, naturellement, il y en a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'aide à la maison et il y a moins en moins de personnel pour pouvoir s'occuper d'eux. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Quel serait l'avantage d'être à domicile plutôt que d'être en EHPAD, à votre avis? Non? Se sentir à l'aise parce qu'on est chez soi. Ouais. Par rapport à une personne qui a des troubles cognitifs, tiens, je reviens par rapport à ça. Le fait de pouvoir rester chez soi plutôt que d'aller en EHPAD, quels seraient les avantages? Bah alors là, Pas évident. aucune idée. Non. Ouais. Rassuré, j'ai entendu, ouais. Ouais, très bien. Elle garde ses repères. Excellent. Ouais, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'une personne qui a des troubles cognitifs, naturellement, ça va avoir plusieurs paliers de mémoire en fait qui vont être affectés. Et tout à l'heure, on parlait d'identité. Le chez soi, finalement, sa maison, c'est ce qu'on a construit. Et si on retire quelqu'un de chez soi, forcément, les pertes de repères sont encore plus importantes. Donc, tout à fait, le fait de pouvoir rester à la maison, ça permet de garder en tout cas une partie des repères que peut avoir la personne. Ça, c'est une super réponse, ouais. Et pour quelqu'un qui n'a pas de trouble cognitif, quel est l'avantage de rester à domicile plutôt que d'aller en EHPAD, par exemple? Ouais. À votre avis, il y a combien de personnes sur 100, combien de personnes ont envie de rester à la maison? Pas tout à fait, mais presque. Je pense à un bon pourcentage. Ouais, c'est ça à peu près. Hein. C'est à peu près les chiffres. Ça dépend les journaux que vous lisez, mais 85% des gens préfèrent rester chez soi que d'aller en structure ou en EHPAD, parce que justement, ça reflète un petit peu son parcours de vie hein, quand on est à la maison. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui préfèrent partir ce qu'on appelle en résidence autonomie. Vous avez entendu parler des résidences autonomie aussi, ouais? Qu'est-ce que vous connaissez en résidence autonomie? Domitis, c'en est une, ouais. Il y en a un petit peu d'autres aussi sur le secteur. Donc là, ça peut permettre aussi à des personnes de temps en temps isolées d'aller dans un groupe d'appartements où il y a des activités avec des gens du même âge pour éviter justement de se sentir isolé et puis d'avoir un certain nombre de services à disposition. Ça, c'est sympa aussi, la résidence autonomie, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je dirais peut-être en dehors de ce qu'on fait au quotidien, sur le métier, on a parlé des compétences qu'on recherche. Non? Oui, ouais, je vois, ouais, allez-y. Par rapport au prix qu'il Ouais. Comment ça fonctionne? Ouais. En fait, moi, j'ai travaillé, j'étais aide ménagère aussi. D'accord. En fait, ça me prenait d'un client à un autre. Ça faisait pas de chez moi au client, de client.
Voilà, je voulais savoir comment ça marche dans Oui, votre entreprise du coup. ouais, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que ce qui est considéré en fait dans la loi du travail comme des frais kilométriques, ce sont les frais kilométriques que vous utilisez soit pour le bénéfice de la personne, c'est-à-dire que vous allez utiliser votre véhicule pour aller chez un médecin, à la pharmacie, faire des courses. Donc ça, évidemment, ça vous est remboursé. Et effectivement, c'est aussi quand vous l'utilisez pour aller d'un client à un autre. Mais si vous allez chez quelqu'un et que vous rentrez chez soi, c'est comme moi qui vais à l'agence le matin, qui revient chez moi à midi, qui revient à l'agence l'après-midi et qui rentre chez moi, c'est ce qu'on appelle des frais personnels. Ok. Ça va? J'ai répondu à votre question? Ouais. Et du coup, ils sont à combien les frais kilométriques? Nous, on est à 41 centimes du kilomètre Ok, pour l'instant. merci. Ouais. Oui, ouais, eh ben, je vais peut-être laisser Françoise répondre parce qu'elle en a fait plein chez nous, Françoise, ouais. Je les fais toutes, en Ouais. général. Ben, c'est-à-dire que on Qu'est-ce que parle vous avez fait comme formation, ouais, chez on nous, parle ouais. d'Alzheimer. Ouais. Et bon, Alzheimer, ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, de sous-maladies, on va dire. Et moi, j'ai eu la chance de participer à pas mal de formations et en même temps de pouvoir appliquer ce que j'ai appris en formation auprès de personnes. Et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu une personne pendant plusieurs mois que j'allais voir, pour ainsi dire, enfin tous les 2 jours, 3 heures par jour, qui était, bah oui, c'était une forme d'Alzheimer, on va dire une forme, mais c'était un trouble cognitif. Et bon, bah il fallait lui apprendre. Elle voyait un bateau, elle disait, elle est belle la montagne. Donc il fallait lui réapprendre tout ça. Et puis après, elle était heureuse. Et tout ça, je l'ai appris par l'aide de formations qu'il y a eu au sein de la société. Comme j'ai appris qu'il y avait 2 produits qu'il ne fallait pas mélanger. Bon, j'ai beau avoir 65 ans, je ne savais pas. Donc il y a des tas de formations qui sont faites, je répète, au sein de la société, qui sont oui, qui aident vraiment dans le quotidien que l'on fait auprès de ces personnes. Donc au niveau des formations spécifiques, on a la formation Alzheimer qui est délivrée par nos soins. Et il y en a plusieurs Alzheimer, et c'est ça qui est bien. Et c'est parce qu'on apprend petit à petit, et après on se dit ah bah tiens, bah, cette personne-là, oui, c'est une maladie à cœur de Lévy, bon, c'est plein de petites choses, enfin de petites choses qu'on apprend, et c'est vraiment grâce à ces formations que l'on peut les aider encore mieux. On a aussi d'autres choses comme vous évoquiez par exemple, on peut pas mélanger de produits. On a aussi la médecine du travail qui vient nous parler régulièrement de sa sécurité à domicile. On a des formations avec des magasins médicalisés qui vont nous montrer des choses un peu plus techniques dont on parlait tout à l'heure. On a une formation de base pour toutes les personnes qui rentrent dans notre société, qui permet d'appréhender l'aide à domicile et d'avoir les principes de base en fait pour rentrer chez nous. Et on fait en fait des parcours voilà réguliers. Il y a des choses qui sont obligatoires à faire et puis il y a des choses qui sont sur la base du volontariat en fonction de ce que les gens ont aussi envie d'apprendre et le temps qu'ils ont envie d'accorder à la formation. Pour d'autres personnes, vous pouvez, je parlais aussi des formations qui sont peut-être en externe, qui sont possibles aussi, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple l'apprentissage. Je sais que si vous avez moins de 30 ans, il y a la possibilité de travailler chez nous à temps partiel et en plus de ça, de compléter avec une formation en ligne pour vous permettre d'acquérir un diplôme dans la prochaine année. Ou alors, si vous n'êtes pas très études, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle le VAE, donc la validation des acquis. Donc, si vous avez travaillé, je crois, pendant 1 an sur un temps plein, par exemple, vous pouvez passer devant un jury et on vous donnera vos diplômes en fonction des compétences que vous avez acquises au cours de votre temps de travail. D'autres questions sur les formations ou pas? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible de travailler et en parallèle de passer la formation d'aide-soignant? Il faudrait, alors je connais pas tous les dispositifs, mais j'avais une jeune qui travaillait chez nous. Elle était plutôt intéressée par la formation infirmière. Donc en fait, elle préparait ses études et en parallèle, elle travaillait chez nous 20 heures par semaine. Donc ça, enfin, nous, on offre la possibilité de faire ça. Après, à voir si le formateur ou la formation que vous avez trouvée vous permet de combiner travail et emploi et formation, ouais. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est possible, ouais, de faire les deux, ouais. Ouais. Du coup, vous faites des stages ou pas? Oui, absolument. Il faut me donner un tout petit peu de temps de nous retourner, mais on a pas mal de gens qui suivent nos intervenants sur le terrain
La seule chose, je dirais, si je pouvais mettre un petit hic par rapport à ça, c'est que souvent, on a des personnes qui vont nous dire, je veux pas avoir, c'est pas qu'ils veulent pas avoir de stagiaires à la maison, mais c'est suffisamment compliqué, comme disait Françoise, d'accepter déjà d'avoir de l'aide à la maison. Quand c'est des choses peut-être un tout petit peu techniques, ils veulent pas forcément partager leur intimité avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Donc c'est vrai que souvent les stagiaires, je leur dis, vous allez voir une toute petite partie de mon métier sur les gens qui veulent bien accepter quelqu'un à la maison. Vous allez peut-être pas voir tout ce que vous voyez et ce qu'on fait en fait au domicile, d'accord? Je fais juste voilà un petit parallèle par rapport à ça parce que c'est vrai que j'en ai une ou deux qui a pas forcément vu tout ce qu'on faisait à domicile et c'est vrai que le stage permet pas toujours de tout voir parce que par rapport à cette intimité des gens, ouais. D'accord. Ouais. Je continue par exemple par là. Ouais. Vous avez des questions, des choses Bonjour, moi je m'appelle Axel Da Silva, j'ai 19 ans. Ouais. J'ai travaillé dans la grande distribution, donc à Carrefour. Ouais. Ça m'a pas plu du tout. Ouais. Et donc là actuellement je suis à la recherche d'un emploi. Ouais. En vente en boulangerie, donc là j'ai un rendez-vous après avec un employeur juste après. Donc, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut vous donner justement sur votre prochain entretien? Est-ce qu'il y a des choses que vous appréhendez ou pas? Non, c'est bon. Alors bonjour, je m'appelle Maëva Caputo, j'ai 19 ans. Je suis en recherche d'emploi et dernièrement j'ai travaillé en événementiel en tant que préparatrice de commandes, sandwich, frites, etc. Super. Vous avez envie de vous diriger vers quoi en fait? Là, je sais pas trop, je sais pas trop. D'accord. Bah, c'est normal après 19 ans de chercher ce qu'on veut faire. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais j'ai touché un peu à tout avant. Et je pense qu'on était peut-être c'est marrant parce qu'on travaille avec pas mal de seniors, avec des générations qui ont eu un emploi pour la vie, alors qu'on a vraiment changé, je pense, depuis une quinzaine d'années, où finalement on a tous le droit d'avoir plusieurs carrières dans sa vie. Je crois que Françoise, vous venez de quoi à la base? Vous avez fait plein de choses, hein? Oui, j'ai fait j'ai été dans l'événementiel, j'ai été dans l'industrie pharmaceutique, dans l'immobilier, et là j'ai enfin un métier. Je pense qu'à tout âge, s'il y a un petit conseil que je peux vous donner, vous affolez pas. Si à 19 ans, vous savez pas encore quoi faire, vous avez toute votre vie pour trouver, et encore même à 65 ans, vous voyez, on peut encore avoir une nouvelle carrière, quoi. Merci. Bonjour, je m'appelle Yanis Badawi, j'ai 19 ans. Ouais. Je cherche un emploi dans dans le commerce. D'accord. Et là, j'ai pas d'idée encore, je cherche, mais j'ai pas encore trouvé ce que vous voulez. Ouais, voilà. D'accord. Tu as déjà d'expérience? Ouais, j'ai fait plein de stages. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Mais à chaque fois, on me disait, ouais, repasse et tout. En fait, ils me prenaient jamais. D'accord. Voilà. En fait, c'est comme ils jouaient avec moi, quoi. C'est comme Comme ils jouaient avec moi. Ah bon? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être développer? C'est vrai qu'au début, moi, j'ai beaucoup tâtonné, hein, pour trouver un emploi. Il y a des fois où j'ai passé entre 15 et 20 entretiens avant de trouver un poste. C'est vrai qu'il faut un petit peu se battre, il faut pas avoir peur du non, en fait, hein, jusqu'au moment où on acquiert tous de l'expérience avec les entretiens, hein. Pas toujours évident, ouais. C'est pas grave. Ça va venir, ouais, ouais. Bonjour, moi je m'appelle Kylian Jolivet et actuellement je suis en recherche d'emploi et en train de passer mon permis aussi. Super. Non. D'accord. Voilà. Pour l'instant, vous regardez un petit peu tout ce qui se fait. Les stages, pour ça, c'est super, ouais. Ça permet un peu d'avoir une vue. Il y a un conseil que je peux vous donner, et sachant que je suis l'employeur et la personne qui recrute, par exemple, chez nous, pour tout type de poste, hein, que ce soit assistant de vie ou administratif ou quoi que ce soit, la première chose que je fais, c'est je prends toujours des références des anciens employeurs. Donc, même quand il y a quelque chose qui vous plaît pas, par exemple, qu'une expérience vous a pas plu, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, entre ce qu'on imagine d'un poste, la réalité, et puis peut-être aussi la réalité de l'entreprise au moment T où vous arrivez, il peut se passer pas mal de choses. Restez toujours super professionnel par rapport à ça, parce que toutes les expériences que vous allez construire, ça vous permettra justement d'accéder peut-être à des postes de rêve dont vous avez envie dans le futur.
Et que ce soit moi ou je sais mes confrères, je sais qu'on appelle tous toujours les derniers employeurs pour voir si vous avez été professionnel, si vous avez été fiable, si vous êtes venu à l'heure, si vous avez respecté vos plannings, si vous avez une attitude professionnelle vis-à-vis de l'équipe et des personnes avec qui vous travaillez. Tout ça, c'est qu'on ait les compétences ou pas. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins important. Par contre, voilà, de pouvoir compter sur les gens qu'on a au sein de notre entreprise en tant qu'employeur, c'est méga important. Donc, quand on se construit en fait sa carrière, oubliez pas de voilà de construire aussi votre réseau en fait en même temps. Ouais. D'accord. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Berfine, j'ai 21 ans Ouais. et je vais travailler dans un aéroport prochainement. Super. En tant que quoi? Agent de sûreté. D'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil à d'autres jeunes, du coup, qui sont aujourd'hui et pas que, qui nous regardent, d'un point de vue candidature? Comment vous avez postulé? Abandonnez pas, vraiment cherchez beaucoup. Comptez pas sur les autres, comptez sur vous aussi quand même. Ouais. Et voilà. Super. Moi, je m'appelle Jasmine et je sais pas quoi faire. D'accord. Je sais pas encore quoi faire. Je fais des stages du coup avec le contrat engagement jeune, mais Ouais. je sais pas. Ouais, ça va prendre du temps. Hein. Ouais, super. Vous avez déjà testé Oui, j'ai testé plusieurs stages. Oui. J'ai déjà fait agent d'accueil. Ouais. J'ai fait commercial. Ouais. J'ai fait examinatrice. Et c'est tout, je crois. Est-ce que dans votre bilan de J'ai fait compétences, vous avez photographe. commencé à regarder un petit peu là où vous sentez, même si c'est pas exactement quel métier vous savez faire, est-ce que c'est, Oui, j'ai je vu sais ce que j'ai une passion oui. pour faire ce genre de type de métier, ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que Par vous avez en exemple, tête? par exemple, commercial, je sais que j'ai pas aimé. D'accord. Ouais. Parce que c'est moi, je devais me déplacer vers le client et pas le client qui devait venir vers moi. Ouais. Donc, ok. Vendeur, c'est mieux parce que c'est le client qui vient, il est déjà intéressé et tu as juste à encore vendre le produit. Mais commercial, tu dois aller vers le client même s'il n'est pas intéressé et lui Ah, vendre c'est le plus truc. difficile, hein. Ouais. Ouais, Non, ouais. j'aime pas. D'accord. Mais ce serait plutôt dans un secteur d'activité, par exemple, dans le commerce. Ce serait plutôt dans un métier pour donner Pas un peu aux autres ou pas spécialement. forcément? Pas spécialement. Je sais que j'aime tout et donc je sais pas. D'accord. En fait, moi, ce qui me bloque un peu, c'est aussi le voile parce que je veux pas l'enlever. D'accord. Je veux travailler avec. Et ça posait des soucis pour certains employeurs? Pour tout le monde. D'accord. Les trois Ok. quarts du temps. D'accord. Ouais. Justement, peut-être pour en dire, comment ça se passe, vous, dans votre secteur d'activité? Nous, on n'a pas un règlement. Enfin, vous avez vu, on est habillé comme on veut. Après, je sais que peut-être sur certaines personnes chez qui vous allez travailler, peut-être que ça peut effectivement gêner d'avoir peut-être un signe religieux. Je pense à toutes les religions avec lesquelles on peut travailler. J'ai jamais eu tellement la question par le passé, donc je saurais pas comment vous y répondre. Mais c'est quelque chose, voilà, peut-être à discuter effectivement si le secteur de service à la personne vous intéresse. Ouais. Okay. Vous avez la possibilité d'adapter des fois en fonction des bénéficiaires et en fonction des profils de jeunes que vous avez? Ouais, exactement. Ben, on a à peu près une centaine de personnes avec lesquelles on intervient à domicile et on essaie de faire un maximum de matcher les bonnes personnes avec les personnes qu'on rencontre. C'est pas toujours possible parce que au moment où vous rentrez dans notre équipe, voilà, il se peut que peut-être la demande est là et il faut s'accrocher un petit peu au départ. Mais en général, on apprend. Enfin, moi, mon travail, c'est de vraiment apprendre la personnalité des gens et là où ils se sentent le plus à l'aise. Et évidemment, de pouvoir après les positionner par rapport aux clients qu'on a à domicile. Merci. Bonjour. Moi, c'est Célia. J'ai fait un apprentissage en tant qu'aide-soignante qui s'est mal terminé, donc je l'ai pas eu. D'accord. Et là, je suis actuellement à la recherche d'un emploi ou d'une formation. D'accord, ok. Et vous faites quel type de formation en fait? Vous allez vous diriger vers quoi? J'aimerais bien soit la petite influence, Ouais. soit le métier d'ambulancière. D'accord, ok. Donc rester dans un métier d'aide à l'autre, finalement. Oui. Ouais, d'accord, super. Et vous avez commencé à faire des stages dans ces secteurs d'activité ou pas Non, trop? pas encore. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de demandes, surtout au niveau ambulance. Je crois qu'ils souffrent justement d'un manque d'effectifs aussi. Par contre, faut être disponible, être sur le terrain, prêt à voir plein de choses. Hein. Faut s'accrocher un peu, mais c'est des beaux métiers ça aussi, ouais. Super. Du coup, moi, je m'appelle Sonny Zervin. J'étais en école de développement informatique. D'accord. Mais du coup, il fallait une alternance pour ça, chose que je n'ai pas trouvée. Du coup, au final, j'ai dû quitter mon école. Ouais. Et là, du coup, j'attends l'année prochaine pour me réinscrire. Ouais. Enfin, je suis déjà réinscrit, mais j'attends l'année prochaine pour y retourner, du coup. Ouais. En attendant, je cherche justement un job pour attendre l'année, quoi. D'accord, ok. Le temps de trouver c'est ça, voilà, c'est ça. un emploi à partir de la rentrée, ouais. D'accord, super. Pour attendre, non, là, c'est clairement juste histoire de se faire un peu d'argent en attendant de reprendre mes études, quoi. Donc, après, je sais que j'ai postulé dans une espèce de boîte d'intérim dans le babysitting, entre guillemets, on va dire.
Du coup, pour attendre, ça fait le taf, quoi. En plus, ouais. Non, j'allais dire en plus, il y a bientôt la saison été avec tous les restaurateurs et le tourisme qui va aussi recruter à fond. Donc, Oui, il y a plein d'opportunités en ce c'est moment, ça, ouais, ouais. ouais. De mes candidatures, globalement, je fais mes recherches genre sur Indeed et les sites similaires. Je récupère toutes les entreprises qui sont aptes de m'intéresser moi pour mon apprentissage, mais inversement mon profil pour les intéresser. Je postule du coup sur le site où j'ai trouvé, comme ça au moins c'est fait, et j'essaie de les contacter sur LinkedIn aussi. Je contacte plein d'employés en fait de l'entreprise et j'essaie de leur envoyer des messages en mode de communiquer avec eux justement pour essayer d'avoir des contacts qui eux-mêmes directement peuvent voir à me recruter, ou par exemple demander à des supérieurs pour savoir s'ils peuvent me recruter, quoi. Et des mails, tout ça. Enfin, j'essaie en gros de passer un peu de tous les côtés pour voir si ça passe, quoi. Ça peut arriver de te déplacer en entreprise? Ouais, bien sûr, ouais. Caroline, préférée au niveau des candidatures? Ouais. Alors autant si je me mettais à votre place, je ferais exactement ce que vous avez fait. Avec du phoning et tout, je trouve ça super. Et je vous conseille de le faire. Par contre, il faut un petit peu s'armer au téléphone pour bien passer, parce que je dirais les 3 premières secondes quand vous appelez quelqu'un, elles sont déterminantes. Donc positionner sa voix, avoir l'air enthousiaste, savoir exactement si la personne vous dit pourquoi vous cherchez un apprentissage, faut être hyper armé. Parce que les gens ont pas beaucoup le temps au téléphone. Moi, je travaille presque 60 heures par semaine. Donc, quand j'ai un appel téléphonique et que c'est pas le moment, c'est vrai que si la personne s'est mal présentée, en général, c'est vrai que je vais mettre la candidature de côté, quoi. Et je sais que c'est Donc, pour ça qu'on m'a dit c'est dur, le on m'a déjà phoning, hein. conseillé d'y aller justement en personne, parce que ça Ouais. montre déjà qu'on est motivé, ça donne Ouais. un petit plus en fait. Du coup, Je suis complètement d'accord. Déjà, se présenter voilà. en entreprise, je trouve que c'est une super idée. Après, j'en ai pas énormément, pour tout vous dire. Moi, ce que j'aime bien en tant qu'employeur, c'est que la personne m'envoie un petit peu une lettre de motivation. Ça manque tellement, je trouve, aujourd'hui, et je sais que tout le monde dit maintenant on n'en fait plus, etc. Et à chaque fois que j'en ai un qui m'envoie une petite lettre de motivation en me disant que c'est vraiment un truc personnel, parce que la plupart des gens m'envoient un truc qu'ils ont copié-collé, ou alors j'en ai une qui m'a envoyé l'autre jour j'ai envie de faire du commerce, je suis passionnée et je postule chez vous. Bah rien à voir en fait. Enfin, je me suis, elle a même pas pris le temps de regarder mon site. Elle fait juste peut-être la centaine d'entreprises qu'elle a trouvées pour trouver absolument un boulot. Donc je me dis ça va pas trop m'intéresser. Mais si si vous prenez le temps vraiment de lire, de sélectionner peut-être 30 entreprises dans lesquelles vous serez hyper méga intéressé, de prendre vraiment le temps de faire une lettre de candidature hyper personnalisée à chacun, il y a peut-être un tout petit peu plus de chances de passer par rapport à d'autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon courage. Merci. Moi, je m'appelle Lina, j'ai 18 ans et je voudrais passer une formation d'auxiliaire puéricultrice. D'accord, donc travailler avec les enfants. Ouais. Top, ouais. Et donc là, vous êtes inscrit déjà dans une formation? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Super. Et qu'est-ce qui vous motive dans le secteur d'activité, en fait? J'aime bien les enfants. Vous aimez bien les enfants, ouais, Ouais. ouais. Vous avez déjà fait un peu de babysitting par le passé, des choses Oui. comme ça, ouais, c'est ce qui vous plaît, ouais. Super. D'accord. Alors, je m'appelle Salomé Brandvart, j'ai 21 ans. Là, demain, je commence un travail en tant qu'ASH à l'hôpital Bonnet. D'accord. Donc, plus tard, je vais faire mon diplôme d'aide-soignante. Ouais. Comme j'ai fait ma formation à DVF qui m'a pas trop plu. Ouais. Et que j'aimerais bien, dans toute ma famille, ils sont tout ce qui est infirmière, aide-soignante à l'hôpital. Donc, ils m'ont parlé plusieurs par rapport à ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Ah, c'est super formateur l'hôpital en plus, donc pas toujours évident, mais je pense que vous allez apprendre plein de choses et quel que soit le métier où vous dirigez, d'avoir une expérience à l'hôpital, c'est hyper précieux. Qu'est-ce qui vous a pas plu, juste par curiosité, sur le diplôme d'auxiliaire de vie? En EHPAD. C'était en EHPAD, ouais. Ouais. D'accord. En EHPAD. C'était, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pas forcément sur l'EHPAD Ben, lui-même, mais de qu'est-ce qui base, vous a on pas plu était là-bas? stagiaires et pour eux, on était aide-soignante. Genre, on faisait tous les trucs d'aide-soignante et pas les trucs de stagiaire. Donc, ça m'a pas du tout plu. Donc, en fait, vous avez dû interagir comme un salarié au sein de l'entreprise. C'est ça. Et vous sentiez pas forcément équipé, c'est ça, pour C'est ça, ouais. travailler avec les personnes en interne, ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Et par contre, vous n'avez pas touché au service à la personne, par exemple. Vous n'êtes pas rentré en entreprise, dans une structure. Non, pas du tout. Pour aller au domicile, c'est pas. Non. C'est J'ai pas fait quelque que chose dans qui vous a l'EHPAD. attiré. Ouais, non, D'accord. non. Ok. Voilà. Top. Et donc la formation d'aide-soignante, c'est quand? C'est à partir de la rentrée? En juin. De ASH en juin. En juin, ouais. Ok. Ma formation, c'est en juin et là, je vais commencer demain pour SH. D'accord. Ok, super. Bon, bah top. Merci. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marion. Je cherche à faire une reconversion professionnelle car je peux plus exercer mon métier. D'accord.
Voilà. C'était quoi votre métier? Masseuse. Masseuse, Ouais. d'accord, ok. Et donc là, vous recherchez dans quel type d'activité? Dans le social, Ouais, j'aimerais bien travailler avec les enfants handicapés. d'accord, super, ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais. Après avoir, il faut que je fasse des petits stages pour Ouais, pouvoir m'informer sur le métier. d'accord. Ce serait quoi, assistante sociale par exemple ou Ou directement aide aux enfants? animatrice, Ouais, d'accord, ouais. d'accord, Je super. sais pas encore. Je D'accord. sais Ouais. un petit peu. Donc, Après, vous pouvez commencer sur un truc et puis après, un jour, ça déviera oui, sur autre c'est chose, ça, hein. c'est Il y a ça, plein de choses c'est dans le ça, social à faire, ouais. c'est ça. Il y a des métiers comme, il y a évidemment le métier d'auxiliaire de vie, mais il y a effectivement assistante sociale. Après, il y a des métiers plus spécifiques sur le public dans lequel vous allez interagir, comme animatrice, pour enfants. Il y a plein de choses à faire, quoi. Super. Merci. Eh bien, bonjour, je m'appelle Steven, j'ai 23 ans, puis je viens du métier de la ferronnerie d'art, de D'accord. base. Puis après, j'ai eu mon diplôme. Après avoir eu mon diplôme, je suis passé en tant qu'électrotechnicien de maintenance industrielle. Ouais, Donc, j'étais chargé de me déplacer dans toute la France pour aller réparer tout ce qui était quai de chargement de camions, bloqueurs de roues, tout ça. d'accord. Puis après, j'ai repassé des formations en tant que soudeur nucléaire. Ouais. Oula, c'est super spécifique, ça. Ouais. Oh, ouais, Qui d'ailleurs, ça m'a pas plu du tout. d'accord. Ça s'est mal passé, du coup, Ouais, non. Et donc, du coup, là, j'essaie de retrouver un métier en reconversion. d'accord. Mais voilà. Plutôt sur des métiers techniques, alors, dans le bâtiment, des choses comme ça, par exemple? Alors, pas le bâtiment, non, Non, pas mais du tout. technique, ouais. D'accord, ok. Plus dans le technique, du genre, par exemple, électromécanicien, des Ouais, trucs comme d'accord. ça. Ouais, ok. Ouais, ça, par contre, ouais. Super. Voilà. Merci. Non. Avec une expérience personnelle hyper touchante. Merci pour votre témoignage sur votre grand-père. Ouais, Bonjour, je m'appelle Lilian Marchand, ouais, j'ai 23 ans. Alors à la base, j'ai fait un bac professionnel en plomberie. ouais, J'ai pas du tout aimé, je suis allé quand même jusqu'au bac, j'ai ouais, pas eu. Ensuite, j'ai fait des tests pour aller à l'armée. ouais, Malheureusement, à cause de problèmes de vue, ils m'ont pas pris. ouais, Donc après, j'ai fait pendant un an et demi, j'ai fait des CDD ou de l'intérim. Et après, il y a un an à peu près, j'ai trouvé une formation à DVF. ouais, Ça m'avait plu. Donc j'ai fait la formation. J'ai pas eu le diplôme à la fin. ouais. Après, là, je vais commencer lundi un stage, enfin une formation dans des campings pour animateurs polyvalents. D'accord. Et après, je vais travailler pour la saison. Puis Ouais. après, sûrement faire un service civique à l'international. Ah, super. Plein de projets, alors. Mm. Ouais, super bien. D'accord, merci. Bonjour, Ouais, je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans et je projette de passer la formation assistant de vie aux familles. d'accord, ok. Voilà. Bon, bah, si vous cherchez un stage, vous nous appelez. Pas de souci. Super. Merci. Ouais. Vaguement évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous proposez comme type de contrat CDI, est-ce que du CDI, temps partiel Ouais, alors je dirais CDI en priorité. Les CDD, on en fait l'été pour les étudiants. Donc j'ai eu l'année dernière la chance d'avoir 4-5 étudiants qui ont travaillé chez nous au moins 2 mois, de mai à octobre, pendant justement la saison, parce que pour nous aussi, c'est pas du saisonnier ce qu'on fait, mais on a pas mal de nos équipes qui partent en vacances, donc on a besoin de renforts aussi pour nos équipes. Donc ça, on le fait. Et de temps en temps, on a fait aussi des CDD de nuit parce qu'on travaille aussi quelquefois avec des personnes âgées pour les soutenir la nuit. Et on a eu quelquefois l'opportunité temporairement d'aider quelqu'un à son domicile pour faire des présences pendant des veilles nocturnes. Donc, on a fait aussi des CDD par rapport à ça. Ouais. Merci. Bonjour, je m'appelle Ornella, j'ai 18 ans. Ouais. J'ai fait un bac pro à SSP, ouais. où j'ai fait plein de stages dedans en EHPAD. Et là, depuis septembre, de temps en temps, je travaille en tant qu'auxiliaire de vie. D'accord. J'allais pas dire chez qui, parce qu'on ne peut pas le dire en live, mais en tout cas, c'est pas chez nous. Non. Mais de temps en temps, quand ça a besoin. Ouais. Sinon, là, le 28 février, je commence une formation, enfin une prépa pour entrer en formation d'aide-soignante. Super, ok, génial. Ouais. Donc dans le métier de service à la personne, ouais, que vous connaissez déjà bien. Ouais. Top, merci. Moi, je m'appelle Assima, j'ai 18 ans. Ouais. Je viens d'avoir mon bac général. Ouais. Et en fait, j'avais entamé déjà mes études, mais j'ai dû arrêter, un BTS SP3S, du coup, un secteur sanitaire et social. Et j'ai dû arrêter suite à des problèmes médicaux. D'accord.
un accident, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai dû arrêter d'un coup. Et là, en fait, je suis à la mission locale pour trouver des stages et je reprends soit en juin, soit en septembre les cours. Super. D'accord. Donc, dans l'objectif de travailler aussi dans le social à terme. Ouais, d'accord. Génial. Bon, bah, c'est top ça. On a plein de parcours différents autour de la table. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez, que ce soit sur notre secteur d'activité, notre métier, Françoise et moi, ou même sur, peut-être si c'est pas sur le métier ou le secteur d'activité, sur l'emploi de manière générale, sur l'accès à l'emploi, des choses comme ça? Votre parcours à vous, du coup? Ouais, alors moi j'ai fait un bac général, c'est-à-dire quand même presque 20 ans aujourd'hui, ça me fait bizarre de dire ça. Ensuite j'ai fait une école de commerce pour apprendre tout ce qui était marketing, finance, etc. Et après j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans les avions en tant qu'hôtesse de l'air, j'ai travaillé dans les banques. Ça m'a pas plus que ça, mais au bout d'un moment, ce que je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose où je me levais le matin et je faisais la différence à quelqu'un. Donc même quand je travaillais en banque, je gérais les comptes en banque d'organisations caritatives. J'ai fait un petit peu d'humanitaire à l'international et je suis tombée dans l'aide à domicile il y a une dizaine d'années parce que ma grand-mère avait besoin d'aide à la maison il y a 15 ans et c'est un secteur qui m'a parlé. Et comme j'avais des compétences en gestion, j'ai commencé d'abord à créer ce qu'on appelle des franchises. Je travaillais en Angleterre à l'époque. Et aujourd'hui, donc ça fait 10 ans que je suis dans le secteur et avec l'expérience que j'ai acquise, bah, j'ai créé mon agence ici à Fréjus. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on a repris une structure qui maintenant s'appelle Hominstead, puisque c'est une marque internationale. Et je gère en fait au quotidien le recrutement, la gestion de mon personnel en interne et les intervenants qui travaillent sur le terrain, les finances, le marketing. J'essaie de trouver aussi de nouveaux clients qui ont besoin d'aide au quotidien et tout ce qui est réglementation aussi. Ça va? Merci. D'autres questions? Mais je vous rassure, j'ai fait 40 000 trucs avant d'en arriver là. Et je pense que je ferai encore plein d'autres choses après. Faut jamais s'arrêter sur un secteur d'activité, ouais. J'aimerais savoir au niveau des congés. Ouais. C'est 2 jours et demi par mois. C'est ça, ouais, ouais. Ok. Mais du coup, il faut les poser longtemps en avance. Ça dépend. Si c'est par exemple 2 semaines de congé, oui. Faut pas me le dire à la dernière minute parce qu'en fait, pour nous, ce qui est super important, c'est ce qu'on appelle assurer la continuité de service auprès des personnes chez qui vous travaillez. Donc à la dernière minute, c'est hyper difficile de pouvoir trouver quelqu'un qui vous remplace. Donc pour quelqu'un qui pose 2 semaines de congé, je leur demande à peu près 2 mois à l'avance. Si c'est une semaine, 1 mois à l'avance. Si c'est quelques jours, de nous le dire avant qu'on fasse le planning du mois en fait. Et on essaie toujours de trouver un arrangement, ouais. Ok. Ça va? Oui. Et pour les premiers jours, est-ce qu'on est seul ou alors on est accompagné? Parce que des fois, c'est compliqué de trouver les maisons, Ouais, savoir ouais. comment. Bonne question, Françoise. Alors, Vous pouvez répondre? Oui. Est-ce que vous rappelez, ça fait 1 an chez nous maintenant, ce que vous rappelez des premiers jours? Un peu plus d'1 an. Oui, dans les premiers jours, on est accompagné. On est déjà accompagné parce que il y a toute l'équipe administrative d'Hominstead qui nous aide, qui est derrière nous. On est toujours accompagné quand on arrive pour la première fois chez quelqu'un. On est toujours présenté par quelqu'un quelqu'un de l'équipe et non là-dessus et on est suivi et bon c'est pas parce que Caroline est là mais on a la chance d'avoir un encadrement, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on prend soin de nous aussi. Et je sais de quoi je parle parce qu'en toute honnêteté, j'ai fait un burn-out, pas par rapport à ce travail-là, hein, mais avant. Et là, avoir un encadrement qui prend soin de nous, qui nous appelle attention, là, vous allez peut-être, enfin, c'est pas dit comme ça, mais enfin, on vous fait comprendre que bon, ça peut peut-être aller un peu trop loin, va falloir lever le pied par rapport à ce que l'on peut donner à la personne, parce que moi, quand je donne tout. Donc voilà, parce que ça me plaît, parce que je suis une passionnée et on a la chance d'avoir une équipe d'encadrement, mais dans le vrai sens du terme. Voilà, et ça c'est, on est suivi, on n'est pas lâché dans la nature comme ça, on est vraiment suivi. En fait, je pense que ce que j'ai appris moi au fur et à mesure, c'est intimidant autant pour la personne âgée que pour vous d'arriver au domicile d'un senior en fait. Donc c'est tout aussi important d'accompagner le senior en fait dans son parcours de vie et l'acceptation de l'aide à la maison. C'est aussi tout important d'accompagner la personne qui rentre chez nous en tant qu'auxiliaire de vie, que ce soit un jeune, un retraité, une personne active, quel que soit le parcours de vie que vous avez eu, de vous accompagner pour s'assurer que vous êtes au mieux dans votre travail. Si vous allez bien, je sais que vous allez bien prendre soin de mes personnes âgées. Donc ce qu'on fait à chaque fois que quelqu'un rentre chez nous,
Il y a une formation de base en ligne qui vous permet d'appréhender le rôle. Ensuite, on passe du temps ensemble pendant 1 heure dans la société pour refaire un point sur les personnes que vous rencontrez à domicile. Et vous êtes présenté à chacune des personnes chez qui vous allez. Et ces personnes-là, nous, on les connaît déjà puisqu'on les a déjà rencontrées. Donc, on sait globalement ce qu'elles recherchent. Et puis, je dirais que 9 fois sur 10, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis, il y a quelques fois, 1 fois sur 10, malheureusement, peut-être que le feeling s'est pas fait. Et on essaye de faire en sorte évidemment, de pas vous laisser sur des situations dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Ça va? Ouais. D'autres questions? Ouais. Vous travaillez beaucoup en autonomie, Ah oui. Comment vous essayez de créer une cohésion de groupe finalement entre les différents intervenants? C'est une super question et franchement, ça a été hyper dur parce qu'avec le Covid, moi j'ai fait hyper attention justement qu'on se regroupe pas parce que une personne contaminée contamine les autres. Après, il y a plus personne pour s'occuper de nos personnes âgées. Donc on a fait pendant, je pense, 2 ans, malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'événements. Mais depuis au moins 6 mois, déjà tous les 6 mois, on fait un événement entreprise. Donc on fait l'anniversaire de la boîte en juin. En décembre, on a fait la fête de Noël. D'ailleurs, j'avais des photos sur mon Facebook que je pourrais montrer tout à l'heure. Et puis, on essaie de faire des formations régulières, des points réguliers pour que les gens se rencontrent à domicile. Il y a en général une action de formation par mois à peu près. Donc, il y a l'opportunité de rencontrer ses collègues au moins 1 fois par mois. Et on essaie de faire encore plus cette année, justement, pour créer une vraie cohésion d'équipe. Merci. Ouais, alors si on descend un petit peu, parce qu'on était en photo. Je suis en train de... Il y a beaucoup de photos de moi. Ah oui, voilà, regardez. Là, c'était une photo, par exemple, d'ailleurs, on voit Françoise qui est derrière. Il y en a que j'ai dû flouter parce qu'il voulait pas être en ligne. Mais on a d'ailleurs un monsieur qui est un monsieur qu'on aide à domicile, qui a malheureusement Parkinson. Et là, c'est une petite partie de l'équipe qui travaille chez nous. Vous voyez la diversité en fait des âges, des parcours des gens qui travaillent chez nous. Ça, c'était le petit anniversaire qu'on a fait l'année dernière. Et puis, il me semble qu'il y a la photo de Noël. Voilà, elle est là. Ouais, vous êtes juste dessus, juste en bas. Ouais, elle est là. Super. On avait même le fils d'une collègue qui est venu à notre fête de Noël. Donc, c'est vrai que c'est un secteur. Je suis en train de regarder la photo. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais on a à peu près 5 personnes, 5 hommes qui travaillent au sein de nos effectifs aujourd'hui. Donc, c'est un métier qui commence aussi un petit peu à changer. C'était un métier naturellement plutôt de femmes. Et de plus en plus maintenant, on s'ouvre sur les parcours de vie et les personnes qui rejoignent. Certains de nos seniors apprécient avoir un homme aussi. Ouais. C'est un peu le fils. Avoir, bon, par exemple, si on les voit 3 ou 4 fois par semaine, bon, je sais qu'ils aiment bien avoir au moins un homme par semaine, quoi. On en réclame de plus en plus. Ils en réclament de plus en plus. Je parle des hommes, des seniors hommes. Ouais. Voilà. Super. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on a le droit de boire le café avec... Évidemment. Ah oui. Ah, bah. Ah oui, oui. Ouais. Ah mais non, mais ça fait partie du temps. Ça fait partie de ce que l'on crée avec cette personne-là. Et moi, pour donner un exemple, j'arrive chez une personne, une des personnes dont je m'occupe. Bon, je trinque avec lui à chaque fois que j'arrive avec la salvetta. Mais ça fait rien, ça crée un petit moment. On arrive, on se pose. Bon, c'est pas un café, mais mais oui, c'est important. Et vous, comment était votre nuit? Et vous, comment ça s'est passé? Vous venez d'emménager? C'est vraiment un échange qui se crée, qui démarre le moment où on va passer ensemble, parce qu'il y a des fois on passe 2 à 3 heures chez eux, et on rentre aussi dans leur intimité. Donc, faut y aller doucement, mais non, mais bien sûr. En fait, moi, je dis souvent, voilà, il y a un cadre dans lequel on interagit. Et il y a des objectifs qu'on atteint à domicile. Donc en général, moi, quand je vais rencontrer une famille, ils vont me dire voilà, j'aimerais bien un petit peu d'entretien du logement parce que papa se laisse un petit peu aller à la maison, que ça peut créer des problèmes de santé si le logement est pas propre, etc. Donc on va forcément faire un petit peu de ménage. Maintenant, si le ménage a été fait et que relativement les choses se passent bien à domicile et que la personne aujourd'hui elle a envie d'aller aller manger une glace au bord de la plage, allez-y, vous n'avez pas besoin de m'appeler en fait. Le plus important, c'est que la personne elle soit heureuse et qu'elle ait le sourire à la fin de la prestation. Je n'ai pas la photo malheureusement, mais j'avais une photo par le passé où on voyait une intervenante. D'ailleurs, c'est une étudiante qui avait travaillé chez nous l'été dernier avec une personne qui habite à Boulouris. Donc Boulouris, c'est à peu près 400-500 mètres de la mer. On n'est vraiment pas à côté. Cette dame-là, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas vu la mer parce que problème de mobilité, elle peut pas y aller toute seule.
Donc une fois que tout avait été fait à la maison, elles ont pris une petite demi-heure pour descendre en voiture pour aller manger une glace au bord de la plage. Elle m'a envoyé la photo. On était ravis. On l'a envoyée à toute la famille en leur disant, voilà, voyez, elle va bien. Au contraire, c'est super important. C'est vrai que dans notre métier, on commence de plus en plus à parler de la santé mentale, mais on est encore sur de la santé physique, où on parle de la mobilité, on parle de la maladie, et puis on oublie de parler de ce qui est crucial finalement pour les gens, c'est de la compagnie, de la présence humaine. Donc même quelque chose d'aussi anodin que repasser la robe de quelqu'un, le fait de pouvoir échanger, d'avoir un visage, avoir le sourire, c'est fondamental pour nos seniors. Je crois que il y avait une enquête qui avait été faite par une association anglaise qui s'appelle Age UK, qui disait que la solitude, c'était pire sur la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette étude, super connue, comme quoi la santé mentale a un effet, ce qu'on appelle l'effet placebo. Le mental a vraiment un effet sur le corps humain et sur la santé physique en fait. Donc nous, on essaie de faire les deux au mieux. Ça va? Ouais. Ouais. Alors, je dirais le premier, ça je vais toujours casser l'ambiance par rapport à ça. Aujourd'hui, l'obligation vaccinale est toujours en vigueur dans notre secteur d'activité. C'est en train de changer, mais pour travailler avec des personnes fragiles, parce que nous on ne s'occupe que de seniors à domicile, que ce soit à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile, l'obligation vaccinale d'être vacciné contre la Covid est encore obligatoire. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, si ce sera toujours le cas cette année, mais pour l'instant, je suis obligée d'avoir des équipes qui sont vaccinées. Ça, je dirais au Covid. Je dirais ça, c'est souvent un frein que j'ai, pas souvent, mais que c'est un frein que je rencontre encore aujourd'hui où les personnes sont soit pas vaccinées ou le sont partiellement et veulent pas terminer leur vaccination. Et donc, c'est un frein, effectivement, au recrutement, ouais. Et avant le Covid, vous aviez des freins ou pas? Alors, je vous avouerai que je suis arrivée ici il y a 2 ans, en plein Covid, donc j'arriverai pas à répondre à votre question. Mais je pense que déjà le recrutement était pas évident à l'époque. Je pense que le frein, il est aussi pour plusieurs raisons. Peut-être que les gens n'ont pas forcément une bonne image de notre secteur d'activité. Et c'est vrai que le senior, peut-être que c'est pas toujours glamour, comme travailler chez L'Oréal, Sephora, tout ça. Mais je pense que les choses, ça a changé un petit peu avec le Covid, où les gens ont envie de retrouver une activité rémunérée qui a du sens. On se lève le matin et vraiment on fait la différence à quelqu'un. Donc je pense que ça, c'est en train de changer un petit peu, ouais. L'autre barrière, c'est évidemment le manque de mobilité, parce qu'on est sur un secteur et un bassin d'activité où sans véhicule, on est un petit peu limité. Maintenant, j'ai des jeunes l'été qui sont venus chez nous en trottinette, en vélo, ça leur permet d'aller un peu partout. La raison pour laquelle ça peut être un frein, ou alors pas forcément une barrière, mais ça peut être un frein au recrutement. Quand on va chez un senior, il y a des maisons qui sont isolées, où le bus passe toutes les heures, donc c'est compliqué d'accéder à ces domiciles. Et l'autre chose, c'est sur le type de prestation. Donc, si vous faites des courses ou amenez quelqu'un dans un rendez-vous médical ou chez le médecin, le fait de ne pas avoir de véhicule peut être un petit peu bloquant. Et j'ai pas encore beaucoup de seniors qui sont hyper confiants avec la trottinette. Donc, c'est pas encore fait, mais on verra. Ça peut être un frein, mais j'ai des gens qui sont pas véhiculés, mais qui habitent dans des secteurs qui nous permettent aussi de les matcher avec les bonnes personnes âgées. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué sur le recrutement tout de suite. Surtout sur des temps pleins. On va dire surtout sur des temps pleins, c'est compliqué, ouais. Et du coup, par rapport au caractère, vous faites au feeling lors du recrutement? Complètement. Ok. Le premier test que j'ai, c'est est-ce que je les mettrais chez mes parents? J'ai 2 parents qui ont 67 et 75 ans, dont une maman qui reçoit de l'aide à domicile actuellement, parce qu'elle habite à Paris et elle avait besoin d'aide à la maison en ce moment. La première chose que je ne regarde pas si mes parents vous aimeraient bien, c'est pas ce que j'essaie de regarder, c'est est-ce que j'aurais suffisamment confiance de vous mettre au domicile de senior, quelles que soient vos compétences, est-ce que je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Vous allez vous occuper d'eux, vous allez vous soucier d'eux, et il n'y aura aucun problème à domicile, en tout cas au niveau du comportement de la personne à domicile. C'est la première chose que je regarde. Et en général, on le sait dans les 30 secondes quand on a rencontré quelqu'un. Mais je fais des références derrière, je prends le casier judiciaire, voilà, il y a un certain nombre de documents qu'on prend, parce que vis-à-vis de mes seniors, quand c'est compliqué déjà d'accepter de l'aide, moi je leur garantis que la personne qu'on a rencontrée, on les a rencontrés au moins 1 heure en entretien. J'ai 4 personnes qui m'ont dit quelque chose de super bien d'eux. J'ai un casier judiciaire qui est impeccable. Donc, a priori, ça devrait marcher. Okay. Ouais. Par rapport au CV. C'est-à-dire que vraiment, l'employeur, en France, appelle son ancien employeur. D'où l'importance
de rester toujours, même si c'est une expérience qui ne s'est pas forcément bien passée, de toujours rester pro en fait. Il faut que vous soyez professionnel parce que effectivement, Ouais, enfin complètement. Caroline le dira mieux que moi, mais vous êtes susceptible d'être confronté à ce contrôle de référence et ça compte. C'est-à-dire que c'est un autre employeur, votre ex-employeur, qui par exemple, voilà, va pouvoir donner des éléments sur votre façon d'être, sur votre façon de travailler. Et ça peut faire pencher la balance, ben, soit du bon côté, et c'est ce que je vous souhaite, soit à l'inverse, ben, vous bloquer dans de futures opportunités. Et si vous n'avez pas forcément eu beaucoup de parcours professionnel et que vous avez envie de travailler chez nous, on est assez créatif au niveau des références. Hein. On peut prendre quelqu'un de la mission locale qui vous a accompagné depuis un petit moment donné. Ça peut être, si vous avez fait des études, vous avez été au lycée, ça peut être un ancien professeur qui va aussi me dire quelque chose de bien de vous. Moi, l'objectif, c'est que j'ai 4 personnes qui me disent quelque chose de bien. Je vais pas forcément aller chercher les retours négatifs, mais avoir quelqu'un qui va me dire, elle est impeccable, elle a toujours été en cours, elle a fait le maximum pour y arriver, elle s'est toujours présentée. C'était peut-être pas pour elle, mais franchement, c'est vraiment un jeune sur lequel j'irai les yeux fermés. Faut juste peut-être un petit peu l'accompagner, faire ci, faire ça. Mais on va chercher évidemment surtout le positif pour pouvoir valider votre candidature. Ok? Merci pour vos questions. On en prend une dernière? Ouais? Vous avez dû faire face des fois avec des conflits avec des intervenants ou des bénéficiaires. Quel type de conflit vous pensez par exemple? Je sais pas, n'importe. Des bagarres? Non. Des conflits, oui. Je réfléchis, est-ce que j'ai un exemple récent en tête? Je vous disais 9 fois sur 10, ça marche très bien. Puis une fois sur 10, on sait pas pourquoi, le courant est pas passé, quoi. Donc, moi, j'essaie toujours d'écouter, que ce soit la personne, pourquoi ça a pas marché. Est-ce qu'il y a quelquefois un clash de personnalité, hein, c'est des choses qui arrivent. On est des êtres humains. Même moi, je m'entends pas avec tout le monde, donc je m'attends pas à ce que vous entendiez avec toutes les personnes chez qui on va. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est le professionnalisme. Est-ce que vous êtes resté professionnel? Je repense à une dame, maintenant j'ai l'exemple, à une dame chez qui on travaille, qui a 100 ans. Elle a eu 100 ans l'année dernière. D'ailleurs, on a bu un petit champagne avec elle, avec l'autorisation du chef pour l'alcool. Parce que bah voilà, elle a fêté son anniversaire, on s'est déplacé chez elle, c'était super sympa. Mais de temps en temps, quand elle aime pas quelqu'un, elle a tendance à être pas sympa. Et au début, j'y croyais pas trop parce que moi je l'ai rencontrée, je la trouve super sympa la dame. On a bien rigolé, elle est hyper vivace, etc. Et j'ai 2 intervenants qui me disent, écoutez, elle est vraiment très difficile avec moi, je comprends pas. Donc j'ai envoyé une collaboratrice en disant voilà, est-ce que vous pouvez aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain, essayer de comprendre auprès de la personne âgée ce qui se passe. Effectivement, elle me dit voilà, quand elle aime pas quelqu'un, elle devient un petit peu difficile, quoi. Donc là, on a une conversation avec la personne âgée, on essaie de retrouver pour les intervenants peut-être d'autres situations dans lesquelles ils vont se sentir peut-être plus à l'aise, et puis on cadre un petit peu les choses aussi avec nos seniors de temps en temps quand ça va pas dans le bon sens. Mon rôle, c'est de voir où est la vérité, mais c'est surtout aussi de m'assurer que ça se reproduise pas, parce que l'intérêt que ce soit pour vous ou pour le senior, c'est pas que la personne reçoit un défilé d'intervenants chez elle, et pour vous, c'est pas non plus d'avoir un défilé de personnes âgées chez qui vous allez travailler, parce que c'est pas comme ça qu'on s'épanouit au travail non plus. Après, je suis toujours là pour vous accompagner aussi. J'ai eu des situations où j'ai des intervenants qui me disent je suis pas très à l'aise sur la situation, j'essaie de comprendre pourquoi et de les accompagner pour que ça se passe mieux. Parce que quelquefois, c'est juste une petite barrière à franchir. Et j'en ai plusieurs qu'on a accompagnés là-dessus en disant voilà, peut-être qu'il faut avoir une conversation avec la personne sur ci ou sur ça pour s'assurer que ça se passe bien. Et 90% du temps, ça se passe très bien. Et les 10% qui se passent pas bien, ben, on essaye de le faire au mieux pour changer les choses. Ça va? Merci de votre temps. J'imagine qu'on a, Merci, on a Caroline, déjà dépassé. on a débordé un petit peu, mais on va peu. clôturer, mais c'était très intéressant. Ben, merci. Je sais pas si vous voulez le dernier mot, Françoise. Françoise, oui. Ouais. Moi, j'aurais simplement une chose à dire, c'est que, comme vous avez pu le constater, je suis une passionnée et c'est un travail qui me plaît au sein de cette société que j'ai eu la chance de rencontrer, parce que je faisais ça dans un autre département depuis que je suis en retraite, mais c'était en Gironde et je faisais ça seule. Et d'être accompagnée, c'est rudement agréable parce que seul, il y a des fois, on se pose des questions vis-à-vis de nos seniors, on se pose des questions et c'est pas évident, même si on est recommandé par un tel ou un tel, mais d'être accompagné dans une structure digne de ce nom, c'est quand même très agréable. Et il faut pas oublier une chose, si on a la chance d'exercer ce métier, c'est que ne pas les prendre pour des enfants, parce que ce ne sont plus des enfants, et les respecter. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le respect, il existe pour tout. Voilà, merci beaucoup. Merci Françoise. Merci.
Parfait. Ben, On s'est tout dit. Ouais.